Bonjour à tous et à toutes. Pour cette rentrée, Révolution Permanente est heureux de vous présenter Marxisme et Stratégie, un podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ateliers, séminaires, forums, réunions publiques, toute l'année, Révolution Permanente anime de nombreux débats sur le marxisme et le communisme, la stratégie révolutionnaire, la lutte contre toutes les formes d'oppression et bien d'autres sujets. Nous sommes heureux de vous proposer d'écouter ou de réécouter ces débats sur cette toute nouvelle chaîne. Pour cette première édition, nous revenons sur la crise de l'impérialisme français dans son précaré colonial. Il y a quelques mois, Darmanin lançait l'opération Wambushu à Mayotte, une opération coloniale xénophobe lancée en avril 2023 et visant à déloger et renvoyer aux Comores de nombreux habitants. Enregistré lors du week-end de débat organisé par le Point Levé en juin 2023, nous sommes heureux de vous présenter ce podcast, présenté par Julien Achin, journaliste dans la section internationale de Révolution Permanente. Bonne écoute. Marxisme et stratégie, le podcast de Révolution Permanente. On va faire le topo sur Wambushu et l'impérialisme français. Donc je vais essayer de revenir un peu rapidement sur l'opération en tant que telle, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et aller un peu plus loin que le descriptif de l'opération et essayer de montrer un peu plus les tendances générales de l'impérialisme français et de sa crise, et comment la crise qui est actuellement à Wambushu, l'opération Wambushu à Mayotte, est un peu, on va dire, une forme de démonstration de cette crise, de ses contradictions et en quelque sorte de son agressivité qui ressort de cette crise. Pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de l'opération ou qui ont suivi de très loin l'opération Wambushu, c'est une opération a été lancée le 24 avril, 24 avril à Mayotte, qui a été décidée en conseil de défense, donc, qui est une forme de conseil très opaque. Je reviendrai après dessus, mais conseil très opaque en fait qui encadre le président et plusieurs représentants à la fois de l'armée, du gouvernement et de services centraux de l'administration. Et si on pensait que c'était important de commencer les topos de ce week-end jeune, y compris avec des topos sur l'impérialisme, comme le topo sur l'Ukraine qui est juste à côté, et ici particulièrement sur la question de l'impérialisme français, c'est parce qu'on ne détache pas du tout la politique qu'on mène au quotidien en tant que courant politique étudiant, en tant que courant politique révolutionnaire, de la question de la lutte contre le capitalisme et contre, en un sens aussi, l'impérialisme, et particulièrement de notre propre impérialisme, c'est-à-dire l'impérialisme français. Parce que la France, c'est pas qu'un territoire hexagonal, c'est pas que le territoire qu'on connaît ici. C'est 11 millions de kilomètres carrés, par exemple, de territoire maritime. C'est le seul empire où le soleil ne se couche pas. Vous avez peut-être déjà entendu parler des DROM-COM ou des DOM-TOM pour plus dans le sens commun, etc. C'est-à-dire des départements, régions d'outre-mer, comme voilà, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et vous avez peut-être un peu moins entendu parler des COM, c'est tout ce qui est Polynésie française, tous les territoires qui ont un peu plus d'autonomie politique vis-à-vis de la France, mais qui sont clairement des colonies encore aujourd'hui, des colonies françaises. Des TAF, les territoires d'Afrique et d'Antarctique australe, pardon, française. Il y a plein de territoires comme ça, la Kanaki, vous avez peut-être entendu parler. Voilà, un ensemble de territoires qui font ce qu'est la France à échelle internationale, c'est-à-dire une puissance impérialiste qui a encore des colonies, qui a encore des confettis d'empire, entre guillemets, et qui a un point d'appui énorme pour la projection de sa puissance à échelle internationale. Et en tant que courant anti-impérialiste, il faut qu'on se pose ce genre de questions pour comprendre d'où vient l'opération Wambushu, c'est-à-dire une opération sur laquelle je vais revenir, mais d'expulsion systématique de population, de destruction de maisons, etc. Donc je disais, ça a été validé en Conseil de défense. Et c'est une opération qu'on a qualifiée, en tout cas nous, on a décidé de la qualifier comme une opération militaro-policière, c'est-à-dire qui est largement menée par la police, par les CRS, envoyés depuis la métropole, mais qui a un caractère militaire à la fois dans sa décision, ça a été décidé et discuté avec le ministère des Armées, cette opération, et dans sa forme, parce que sur place, c'est des formes militaires, enfin militarisées d'intervention policière, c'est-à-dire l'utilisation d'armes à balles réelles, par exemple, etc., etc., dont on a entendu parler ces dernières semaines. Et elle a trois objectifs. C'est une opération très vaste qui a trois objectifs. Des expulsions massives d'immigrés venus des autres îles comoriennes,
une lutte contre la délinquance qui passe par des arrestations massives, y compris de mineurs isolés sur l'île de Mayotte, et une destruction d'une partie de l'habitat informel de l'île, entendez bidonville, c'est-à-dire 10% de l'habitat informel de l'île, sachant qu'on est sur une île qui, si vous voulez, dans les années 70 avait 30 000 habitants, aujourd'hui on a 300 000. Voilà, je vous laisse imaginer la taille de l'habitat informel sur une île où voilà, on a une population qui était quasiment multipliée par 10 en 50 ans. Vous n'avez pas la possibilité de suivre, on va dire, la croissance démographique avec la construction de bâtiments, etc. etc. Et donc, pour mener cette opération, Wambushu, qui s'appelle, elle pourrait être traduite comme reprise, il y a eu une mobilisation massive des forces de police, des forces de police spéciales. Il y a 500 renforts policiers depuis l'Hexagone, des unités spéciales de gendarmerie, le GIGN, le RAID, l'unité de CRS 8, vous la connaissez peut-être déjà, qui a été utilisée beaucoup contre les étudiants et étudiantes à Rennes, par exemple. Ça marque toute cette intervention policière un tournant historique parce que dans le traitement des Outre-mer français, c'est une nouveauté, on va dire, qui avait pas été, que les CRS soient utilisés après 30 ans d'absence dans les Outre-mer. Ils n'avaient pas été utilisés depuis 30 ans dans les Outre-mer, jusqu'à leur arrivée là récemment à Mayotte depuis mars, quoi. Donc on a ça. Pour se préciser un peu sur la CRS 8, je disais donc c'est celle qui a été utilisée notamment à Rennes et c'est une offensive policière qui est un peu le point de départ pour comprendre en quoi c'est pas qu'une question locale, c'est pas qu'une question d'un petit département éloigné, voilà, qui serait français, etc. Ça fait partie, ça marque, c'est une marque d'un tournant autoritaire auquel on est en train d'assister en France de manière générale, où la périphérie coloniale sert de terrain expérimental pour la répression policière. Voilà, je l'ai dit, donc les CRS 8, c'est une forme d'unité commando spéciale fondée par Darmanin qui, avec cette opération Wambushu, a pour objectif d'être utilisée pour faire un test hors révolte urbaine d'un corps de police, un commando d'élite de la police, d'une police héritée du colonialisme en plus, hein, que sont les CRS, de ce commando d'élite, et donc d'une expérimentation pour pouvoir construire, je crois que c'est une dizaine de corps type CRS 8 qui sont prévus d'être créés sur la base de l'expérience, y compris de l'opération actuelle de CRS 8 à Mayotte. Donc pour vous donner un peu l'ampleur de l'opération, à Lyon, par exemple, il y a 1600 policiers. Voilà. Là, à Mayotte, il y avait déjà 1800 policiers sur place constamment, sans compter les 500 dont je viens de parler qui ont été envoyés, plus le RAID, plus le GIGN, etc. Enfin, c'est pour vous donner une idée, on va dire, de l'ampleur de l'opération, que ce n'est pas une toute petite opération qui est en train d'être mise en place, même si tout le monde voit très bien que c'est une opération catastrophique. Et elle a un aspect clairement idéologique, cette opération, parce qu'elle participe à la déferlante xénophobe et raciste du gouvernement et à la mobilisation réactionnaire de concepts et d'idées qui sont aujourd'hui voilà, des parties intégrantes du discours du gouvernement au quotidien. Elle est appuyée par un discours ultra-xénophobe de la part de la bourgeoisie à la fois française, comme Darmanin, vous avez peut-être vu, qui a beaucoup parlé, par exemple, d'un islam qui serait plus soft à Mayotte et qui serait menacé par un islam plus radical venu des autres îles des Comores et qui viendrait en fait coloniser au fur et à mesure Mayotte par un islam radical, etc., qui viendrait d'une région en danger. Mais il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que le gouvernement français, il y a aussi ce qu'on appelle souvent les élites mahoraises ou une forme de bourgeoisie mahoraise qui est un relais total du gouvernement dans cette discussion, dans ce discours, et qui explique constamment que voilà, il y a une invasion quotidienne, quasiment, on est presque dans l'utilisation des termes de grand remplacement, quoi, hein, quasiment dans le cadre de Mayotte, c'est-à-dire d'une immigration qui serait une forme de guerre hybride utilisée quotidiennement à Mayotte, qui vient en fait on laisserait supposément, le gouvernement comorien laisserait volontairement ou aurait même un objectif de coloniser l'île à travers l'envoi massif d'immigrés. Donc, je vous laisse imaginer l'ensemble des aspects réactionnaires idéologiquement qui sont ancrés dans cette opération. Et c'est aussi pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Et puis aussi, si vous avez suivi un peu la presse française, et particulièrement la presse de Figaro ou Le Monde, etc., vous avez vu qu'on a retrouvé aussi idéologiquement un espèce de retour un peu du conte colonial, de l'opération coloniale. Avec, voilà, il y avait un article dans Le Monde qui était assez impressionnant.
On parlait du policier voilà, limite dans la savane enfin, c'était assez impressionnant, quoi. On a l'impression qu'il était dans une forêt avec la pluie qui tombait dessus et du coup, il avait le canon et il pouvait pas viser avec son canon, et cetera. Enfin, c'est vraiment ça le discours qui ressort beaucoup dans la presse, dans Le Monde, dans Le Figaro, et cetera. À la limite, pour ceux qui connaissent, ça fait penser un peu à des œuvres coloniales comme celle de Joseph Conrad, quoi. Enfin, vraiment, c'est à ce niveau-là, le discours. Et ça a pour conséquence quoi, cette opération? Un déferlement de violence. Donc c'est pour ça que je vais assez rapidement sur l'opération en tant que telle, hein, mais un déferlement de violence qui est très fort. La veille du lancement officiel de l'opération, par exemple, les CRS-8, ils ont tiré 12 balles réelles vers le sol. Entendre des balles perdues aussi dans les pieds, dans les mollets, et cetera, des personnes sur lesquelles ils ont tiré, pour faire fuir des jeunes de quartiers populaires sur l'île qui essayaient de résister à l'arrivée de la police, qui voulait les déloger de leur logement. Voilà. Ça, c'est un exemple typique de ce qui peut être vu quotidiennement déjà avant l'opération, mais qui s'est intensifié récemment avec cette opération. Il y a aussi il y a eu des revers judiciaires, des revers diplomatiques, hein, il y a eu des blocages, et cetera. Je reviendrai sur ça. Mais là, actuellement, il y a une destruction de bidonvilles. Donc, il y a en fait des envois de. Voilà, on arrive avec la pelleteuse et on écrase tout, quoi. On écrase, hein, c'est des maisons en casentol, des casentols et en bois, et on écrase tout, quoi. Donc, c'est ce qui est en train d'être mené par le gouvernement actuellement. La violence des destructions d'habitats des quartiers populaires de l'île, ça s'est exprimé récemment avec le décès d'un ouvrier du bâtiment qui a fait un AVC parce qu'il avait demandé un arrêt ce jour-là pour pouvoir déménager, pour pouvoir récupérer ses affaires avant la destruction de son logement. Et cet arrêt, il a été refusé par l'entreprise, parce que vous savez que ce n'est pas les flics eux-mêmes, hein, qui vont faire le travail, hein. En plus, ils demandent, y compris à des entreprises locales, de faire le travail de destruction. Et en fait, en arrivant sur place pour travailler, donc pour faire les destructions de bâtiments, il s'est rendu compte que le premier bâtiment à détruire, c'était sa propre maison. Et il en a fait un AVC, il est décédé, voilà, il est décédé sur le coup. Ça, c'est une démonstration de la violence profonde que représente cette opération. Mais toute cette violence, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on arrive à une opération où, en 2023, on retrouve des policiers envoyés depuis la métropole, réprimés à balles réelles, une population d'une île africaine. Enfin, concrètement, comment est-ce qu'on en arrive là? Euh, et il faut voir que voilà, actuellement à Mayotte, 80% de la population elle vit sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est pas la responsabilité, contrairement à ce qui est expliqué par le gouvernement ou par les élites mahoraises, c'est pas la responsabilité de ceux qui arrivent à Mayotte pour fuir la misère de leur île d'origine, qu'il s'agisse voilà, des autres îles de l'archipel des Comores, de Madagascar ou des autres îles alentours, mais c'est évidemment de la responsabilité de la France en tant que puissance coloniale historique qui a maintenu le sud-ouest de l'océan Indien, sur la carte, vous verrez, sud-ouest de l'océan Indien, donc, donc sud-est de l'océan Indien, qui l'a maintenu dans un sous-développement historique, et tout particulièrement l'archipel des Comores. C'est vraiment, et il me semble que d'un point de vue de l'indice de développement humain, c'est parmi les pays avec le plus bas indice de développement humain de toute l'Afrique, pour vous donner un peu une idée. Mais, la France, voilà, elle porte une responsabilité claire là-dedans parce qu'elle a déclenché, en arrachant Mayotte pour assurer des Comores qui sont un ensemble politique, on va dire, et culturel, en arrachant Mayotte des Comores et en faisant une colonie française départementalisée, etc., elle a un peu créé, on va dire, une situation de double standard avec ce que Saïd Bouhama appelait un îlot de pauvreté dans un océan de misère. C'est-à-dire un flux migratoire qui est structurel sur l'île, qui vient des autres îles, en particulier d'Anjouan, qui est l'île la plus pauvre de l'archipel des Comores, et qui arrive quotidiennement sur l'île, en fait, avec, peut-être vous en avez entendu parler à travers la blague extrêmement raciste d'Emmanuel Macron, qui parlait des kwassa-kwassa qui arrivent quotidiennement. Voilà, donc c'est des bateaux de fortune, en fait, qui arrivent quotidiennement pour essayer de fuir une situation d'extrême misère et aller vers une situation de misère, mais de misère un peu plus, entre guillemets, acceptable, entre mille guillemets, hein, à Mayotte, parce que c'est une île qui reçoit des aides françaises, etc., etc. Pour vous donner une idée, c'est un des PIB les plus bas de toute la zone océan Indien, le PIB des Comores. Alors, et si vous regardez le financement que donne la France annuellement à Mayotte, c'est autour des 600 millions d'euros. C'est rien du tout. Mais par rapport à un pays qui est très content quand il reçoit 150 millions d'aides de la France, vous voyez qu'il y a un niveau de double standard qui est extrêmement fort et qui explique cette migration structurelle quotidienne qui y a entre les îles comoriennes. J'insiste sur ça, on parle vraiment d'îles comoriennes quand on parle de Mayotte. Je vais expliquer pourquoi.
Mais la misère du reste de l'archipel, donc j'ai dit, elle a été alimentée par la politique france-africaine. Elle a nourri des flux migratoires qui ont toujours existé entre Mayotte et Anjouan, et face auxquels l'État a durci constamment l'accès au titre de séjour, à la nationalité française des 10 étrangers à Mayotte, et qui s'est renforcé par exemple avec la mise en place en 95 de ce qu'on a appelé le visa Balladur. C'est un visa en gros qui a un titre de séjour qui marche qu'à Mayotte. En gros, si vous venez des Comores et que vous voulez un titre de séjour, vous pouvez avoir un titre de séjour qu'à Mayotte, mais vous ne pouvez pas, en fait, par exemple, prenez un titre de séjour aujourd'hui en France, vous pouvez aller dans tous les départements français. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez aller qu'à Mayotte, vous ne pouvez pas bouger de Mayotte, vous ne pouvez pas aller en France, etc., en France métropolitaine. Et ça a déchiré des familles, parce que vous avez des familles, la situation n'est pas mahorais d'un côté, comorien de l'autre. La situation, c'est des familles qui sont composées, en fait, enfin, c'est même pas des familles composées, en fait, c'est des îles qui ont été toutes les quatre des îles comoriennes pendant des siècles et qui sont devenues des îles séparées du fait de la politique française. Donc vous avez des familles qui sont séparées avec d'un côté des Mahorais, de l'autre des Comoriens, un oncle, votre oncle qui peut être Mahorais, c'est-à-dire ayant eu sa naissance à Mayotte ou ayant des papiers français, et votre mère peut être comorienne sans papier français. Ça, c'est la situation concrète dans laquelle qu'a construit la France. Donc c'est des centaines enfin des milliers de personnes qui se sont retrouvées sans papier du jour au lendemain avec cette réforme, avec la mise en place du visa Balladur, et qui a déchiré des familles entières. Euh, on pourrait citer plein de mécanismes de comment fonctionne Mayotte. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas citer l'ensemble des mécanismes dégueulasses que peut mettre en place la France. L'ouverture massive de CRA, de centres de réinvention administrative. Je ne vais pas revenir dessus. On pourra en discuter. Je ne vais pas revenir sur, par exemple, l'obligation de ligaturer des trompes des femmes quand elles arrivent dans les hôpitaux, dans les maternités. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir, dont on pourrait faire une discussion. Mais je vais plus me centrer sur la question de l'impérialisme en tant que tel, et pas de ces expressions, de l'ensemble de ces expressions. Mais on va dire que la situation de Mayotte, elle trouve son cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation de Mayotte, elle trouve son cœur dans les racines du colonialisme français dans l'archipel comorien. Parce que généralement, le colonialisme, et le colonialisme français en particulier, il a toujours eu deux options. D'un côté, il a le consentement d'une partie des élites, il a la division de ces élites, et de l'autre, il a la répression et l'agression. Et généralement, il a un peu, c'est pas l'un ou l'autre, il a un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, il va avoir une politique de cooptation d'un certain secteur des élites locales, et puis de l'autre côté, il va en réprimer un autre qui pourrait être plus contestataire, etc. Et dans le cas de Mayotte, on va dire que c'est une incarnation vraiment exacerbée de la France-Afrique comme un mécanisme, vous avez peut-être déjà entendu parler du concept de France-Afrique, mais comme un mécanisme de spoliation économique et politique qui est articulé dans une relation de conflit et de coopération avec les bourgeoisies locales, c'est-à-dire de coopération, c'est-à-dire de collaboration directe en fait avec la France dans beaucoup de cas. Et dans le cas d'une île qui avait été colonisée en 1843 pour Mayotte, elle va avec l'archipel des Comores être considérée comme un ensemble géographique qui était sous la colonisation française, considéré comme parfois rattaché à Madagascar, parfois comme un ensemble en tant que tel, les Comores, mais on va dire qu'il était toujours une entité en tant que telle, une entité commune culturellement et politiquement, même d'un point de vue de la colonisation française. Et quand la France, ça ne va pas échapper que la France connaît une vague de décolonisation dans les années 60, et particulièrement après la guerre qui est extrêmement forte, qui fragilise profondément la position française à échelle internationale. Et il y a plusieurs choses, on va dire, qui vont commencer à déstabiliser la France à échelle internationale, on va dire, aider la France à mettre en place le mécanisme qu'elle a mis en place à Mayotte. Déjà, dans les années 60, vous avez plusieurs choses. Vous avez en 56 la crise du canal de Suez, qui est voilà, le principal canal d'exportation pétrolière et de marchandises au monde, qui est nationalisé par l'Égypte de Nasser, qui appartenait à la France et à l'Angleterre, donc qui est nationalisé par l'Égypte de Nasser. Et la France essaie de le récupérer, et elle est humiliée. Je ne rentre pas dans les détails, mais elle est humiliée. Elle ne peut pas récupérer son canal de Suez, donc elle perd l'un de ses principaux centres commerciaux mondiaux, et qui a participé à sa domination mondiale des relations commerciales internationales avec l'Angleterre. Après ça, il y a la révolution algérienne, sur laquelle je ne reviens pas, pareil, mais qui a des conséquences profondes parce qu'elle fragilise profondément l'État français. Et il y a des coups d'État il y a le coup d'État de 58 auquel le général de Gaulle répond avec la mise en place par la suite de la Ve République. Donc il y a une crise coloniale, de l'histoire coloniale pour la France, la plus grande crise de l'histoire coloniale de la France. Elle perd dans les années 60 une vingtaine de colonies. En quelques mois, une vingtaine de colonies.
on ne revient pas dans les détails, mais avec des accords, etc. Mais en tout cas, elle perd une vingtaine de colonies et elle fait face à la plus grande crise de son histoire en tant que puissance coloniale. Et pour y répondre, elle va amener des politiques plus ou moins violentes dans chacune de ces colonies pour essayer de maintenir un mécanisme de spoliation. Dans le cas de Mayotte, la France a choisi une politique simple. Elle réalise que l'archipel des Comores, et particulièrement Mayotte, a une place centrale. Si vous regardez le sud-ouest de l'océan Indien, euh, la séparation, le canal qui sépare le Mozambique de Madagascar, le canal du Mozambique, on appelle ça, c'est une place d'échange commercial et de pétrole centrale dans le monde, de gaz, de pétrole, etc. Et la France, elle voit Mayotte comme une clé d'ouverture à ce canal, comme une porte d'entrée au canal, mais aussi comme une porte de contrôle du canal. Aujourd'hui, si vous regardez une carte de la position de la France dans le sud-ouest de l'océan Indien, tout autour de Madagascar, en fait, c'est des territoires français. Parce que c'est des îles qui sont toutes spoliées d'une manière ou d'une autre à un autre pays et qui appartiennent d'une manière ou d'une autre à la France. Donc l'opération de Wambushu, elle a également elle a cet aspect-là, donc elle a un aspect de sécuriser un territoire qui appartient à la France et qui a été volé et spolié. Je vais revenir dessus pourquoi, mais enfin comment, mais aux Comores. Et cette situation, elle est, je l'ai dit, du fait à la fois de la responsabilité de la collaboration des élites comoriennes qui ont, à partir des années 60, demandé à la France une colonisation. Il y a un auteur qui est spécialiste de la question qui s'appelle Rémi Carayol et qui parlait de colonisation consentie, c'est-à-dire voilà, un État qui a demandé, enfin des élites, une bourgeoisie, on va dire, qui ont tout fait pour être colonisés, pour être rattachés à la France, y compris en mettant en place des milices d'extrême droite, en passant par la création de milices de femmes, les chatouilleuses qui sont allées tabasser les indépendantistes, les empêcher de voter, les jeter à la mer, etc., pendant la mise en place d'un référendum en 1974. Donc il y a ça d'un côté, donc qui ont tout fait pour avoir leur attachement à la France d'un côté, et de l'autre, jusqu'en il y a, on va dire, la collaboration aussi des élites comoriennes. Euh, mais jusqu'en 74, donc les Comores s'étaient conservées comme une colonie à part entière. Hein, ça arrivait jusqu'en 74 en tant que colonie à part entière. Et puis il y a la mise en place d'un référendum. Et la France décide de ne pas respecter les traités de l'ONU sur la décolonisation qui disaient en gros que bon, l'application, on va dire, n'a jamais été véritablement voilà, parfaite, mais l'ONU, au moins, c'est pas la Troisième Internationale, c'est une institution impérialiste, réactionnaire, etc., mais a quand même mis en avant le fait que la décolonisation devait se faire dans le respect et la garantie de l'unité territoriale des populations et des États. Voilà. Donc, en gros, vous ne pouvez pas dire, en fait, je sais pas, moi, je prends le Congo, je laisse le Congo indépendant, mais je récupère tout le nord du Congo. C'est impossible, par exemple. Et, enfin, c'est impossible. Vous m'entendrez, mais c'est censé être interdit par le droit international. Donc, ce que fait la France, c'est qu'elle dit, OK, on fait un référendum aux Comores. Le référendum donne 99% ou 90% pour l'indépendance. Mais à Mayotte, c'est, avec ces milices d'extrême droite, etc., qui a été mise en place, c'est plus ou moins 60% pro-français, pro-rester en France. Et donc, ce que fait la France, c'est qu'elle ne respecte pas le droit international. Elle décide de scinder les référendums. Elle dit, on va faire un référendum par île, donc on va respecter le référendum des 3 premières îles qui vont devenir l'Union des Comores, l'état actuel des Comores. Donc l'Union des Comores, c'est Moélie, Anjouan et la Grande Comore. Et de l'autre, Mayotte, parce qu'ils ont décidé, en fait, avec un référendum. Donc on prend ce référendum et on décide qu'ils sont français. Ça a été dénoncé une vingtaine de fois par l'Assemblée générale de l'ONU. Encore aujourd'hui, on pourrait considérer, même si l'ONU dit plus rien sur le sujet, mais on pourrait considérer que c'est une forme d'occupation hein, de territoire, ce qui est actuellement à Mayotte. Et ça a fini par être accepté, mais pendant 20 ans, l'ONU sortait une résolution tous les ans pour expliquer que la France n'avait pas respecté le droit international et avait récupéré Mayotte de manière illégale. Ça va, on comprend ce que... Voilà. Et donc, c'est important à comprendre pour comprendre qu'il y a un mécanisme vraiment pervers dans le mode d'organisation du colonialisme à la française parce que ça ne s'arrête pas qu'à une question, on dirait, ethnique, raciale, entre guillemets, mais ça va plus loin parce qu'il y a un rôle prépondérant dans l'oppression coloniale et elle tire ses racines de l'enrichissement de l'Europe. Voilà, l'Europe, la France, elle a tiré ses racines de son enrichissement à travers l'esclavagisme, à travers la colonisation, etc. Et elle a maintenu une forme de... Il y a un problème, on va dire, dans ce système franco-africain, c'est qu'elle a maintenu la France un lien
une collaboration avec des élites qui participent ouvertement à la colonisation, volontairement et ouvertement à la colonisation. Et c'est pour ça qu'on a des images un peu particulières. Parce qu'en fait, on se retrouve avec des images, vous avez peut-être vu, de femmes racisées qui sont en train de tabasser des femmes racisées dans les ports à Mayotte, ou en train d'empêcher les femmes de pouvoir accéder à des maternités, etc. Et on arrive à une situation de schizophrénie voilà, culturelle, entre guillemets, qui est incompréhensible. Enfin, c'est assez particulier. Ça, c'est une construction de la France. C'est une construction vraiment volontaire de la France, la création d'un sentiment pro-français. Ça a été vraiment une politique menée par la France, par l'Action française, qui a joué un énorme rôle dans la création des groupes d'extrême droite à Mayotte, etc. Et voilà, il y a eu un rapport de la colonisation à Mayotte, elle a cet aspect-là. Et disons que quand vous avez cette situation donc, où vous avez les élites mahoraises qui sont pour la colonisation d'un côté, et de l'autre côté, vous avez l'archipel des Comores, on pourrait se dire, bon, mais comment réagit l'archipel des Comores à ça? Tout simplement, l'archipel des Comores, en fait, c'est un État qui est né dans des conditions très particulières, parce que c'est un État qui, d'une certaine manière, a été constamment spolié, attaqué, et a connu des coups d'État répétitifs de ce qu'on appelait un peu le bras armé clandestin de l'État français, c'est-à-dire les mercenaires, les barbouzes, etc. C'est une partie qui est assez peu connue en France de l'histoire française, qui est souvent décrite comme une partie un peu marginale de l'histoire française en réalité dans la colonisation, etc., mais qui n'est pas du tout, parce que dans l'Union des Comores, il y a une figure qui est celle de Bob Denard, qui était un mercenaire français qui a été un peu partout en Afrique, hein, qui a mis en place des coups d'État, etc., et qui recevait, en gros, vous aviez dans les renseignements généraux, enfin l'équivalent de la DGSE aujourd'hui en France, en gros, vous aviez le feu vert, c'est quand la DGSE accepte qu'il y a une opération militaire qui soit mise en place. Donc c'est habituel, traditionnelle opération militaire française. Vous avez le feu rouge, c'est quand on refuse qu'il y ait une opération militaire. Et vous aviez le feu orange, c'est quand en gros un mercenaire devait en mettre en place une politique demandée par la France, mais s'il était chopé, la France ne prenait aucune responsabilité. Et ça, c'est en gros ce qui a été mis en place par la France après la colonisation, parce qu'il y avait une conscience très forte de que l'Afrique était un des points centraux de la position de la France à l'échelle internationale. Et donc, il y a des groupes de mercenaires. Et aux Comores, c'était peut-être 20 ans de coups d'État successifs tous les quelques années, en fait, par ces mercenaires-là, par exemple, Bob Denard, qui a pris le pouvoir plusieurs fois, à un niveau même où on l'a surnommé le sultan blanc des Comores, parce que c'était un militaire français qui avait un pouvoir informel tel dans l'État comorien qu'il était. Il avait la garde présidentielle, il avait tous les hôtels des côtes, et il décidait des lois qui étaient mises en place, etc. Enfin, c'est un niveau d'absurdité maximal, quoi, vraiment de suprême du colonialisme, quoi, à ce niveau-là. Et on va dire que quand vous aviez le choix, parce qu'on parlait des élites mahoraises, mais quand vous avez le choix, quand vous êtes la population mahoraise, entre d'un côté une situation où vous avez l'extrême droite qui vous met la pression si jamais vous auriez des tendances indépendantistes, de l'autre, une situation où la France fait quand même en sorte d'investir dans Mayotte pour éviter une crise sociale profonde, etc. Et de l'autre côté de l'île, vous avez les trois autres îles qui sont en train de connaître guerre civile, coup d'État, etc. Ouais, le choix est vite fait, on va dire. Le choix est vite fait et la situation, c'est pas aussi simple que ce que je dis là, mais disons qu'il y a une raison pour laquelle il y a une création sur plusieurs années, on va dire, d'un sentiment différencié des Mahorais vis-à-vis de l'archipel des Comores. Et qui a mis en place, voilà. Donc voilà, mais bon, l'Union des Comores, c'est évidemment qu'un exemple parmi d'autres, hein, mais un exemple parmi d'autres de la politique coloniale française, mais elle y a construit une opposition historique entre des peuples frères. En fait, c'est des peuples frères qui aujourd'hui, voilà, on pourrait se retrouver, enfin, on va pas faire de spéculation, on n'a pas de boule de cristal, etc., mais des politiques de division ethnique aussi profondes menées par une puissance impérialiste, ça peut rappeler une politique comme celle qui a abouti au génocide des Tutsis au Rwanda, par exemple. Et ça, voilà, c'est typique des situations de division ethnique qui sont extrêmement fortes, qui aboutissent à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des collectifs citoyens qui occupent des hôpitaux, qui attaquent des gens avec des machettes, etc. Enfin, ça vous donne une idée concrètement de ce dont est capable l'impérialisme français. Voilà. Bon, ça, c'est, on va dire, la partie un peu historique. On a dit l'opération en tant que telle, on a dit la partie historique, c'est-à-dire comment Mayotte est devenue une île française. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi Mayotte est restée une île française. Pourquoi la France a tout fait pour garder Mayotte en tant qu'île française. Et
quel lien il y a entre ça et l'impérialisme français comme concept général dont on veut discuter aujourd'hui, etc. Euh, L'opération Wambushu, on pourrait dire que c'est une opération qui, d'une certaine manière, est de stabilisation de l'île. C'est les termes qui sont utilisés par le gouvernement. De stabilisation de l'île parce que vous avez une déstabilisation quotidienne du fait, je l'ai dit, de la pression migratoire, des expulsions quotidiennes aussi. C'est-à-dire que vous avez des familles qui arrivent, dont les parents sont expulsés et les enfants restent sur place. Donc, ils poursuivent, survivre, en fait, s'organisent en bande, etc. Et donc, il y a une question sécuritaire qui est, pas, qui est réelle, quoi. Enfin, je veux dire, ça existe. La situation délétère sur l'île, etc. C'est pas qu'une invention du gouvernement, même si on a dit que c'était pas de la responsabilité des gens sur place, mais évidemment de l'État français. Surtout, faut voir que la France en soi, elle s'en fout du bien-être des populations locales. Enfin, c'est pas son problème, le bien-être des populations locales. Tant que ça permet de garder la stabilité, et s'il faut envoyer des flics en masse, il faut le faire. Mais les intérêts de Mayotte, c'est pas pour la consommation, c'est pas pour produire du ylang-ylang qui est une fleur de là-bas, ou c'est pas, enfin, il n'y a pas une industrie centrale qu'il faut garder sous la main, etc. C'est pour des intérêts géopolitiques et géostratégiques dans la région que la France maintient coûte que coûte Mayotte en tant que colonie française, parce qu'elle est je l'ai dit, dans une région centrale au nord du canal de Mozambique, et c'est un poste avancé de la France en fait dans l'océan Indien. Si vous regardez en fait, bon, il y a Djibouti qui est plus au nord, puis vous avez Mayotte, puis vous avez la Réunion de l'autre côté de Madagascar. En fait, la France, elle a un véritable axe stratégique d'intervention militaire avec des troupes sur chacune de ces colonies qui lui permet d'intervenir et de défendre ses intérêts. C'est un peu la chasse gardée. Le sud-ouest, on parle souvent du Sahel comme la place de la France, mais le sud-ouest de l'océan Indien, c'est vraiment la chasse gardée de la France. C'est vraiment la principale puissance coloniale locale. Même moins contesté que le Sahel. Parce que le Sahel, c'est un peu plus contesté, on va dire, etc. Mais donc il y a un axe stratégique que défend la France et qui a pour objectif, voilà, d'où l'enjeu pour la France d'éviter tout développement économique de cette région. Elle ne maintient pas que d'ailleurs Mayotte et les Comores dans l'extrême pauvreté. Toute la région est maintenue dans l'extrême pauvreté. À Madagascar, la décolonisation est passée par des massacres massifs et par des mécanismes de spoliation avec la mise en place d'une dette externe extrêmement importante, etc., sur Mada, par exemple. Donc on évite tout développement économique de l'île pour la garder sous son joug et pour maintenir ses intérêts géopolitiques. Parce que c'est une base militaire qui est essentielle pour la France dans la région. Je disais donc c'est une clé géopolitique et c'est une clé géopolitique pour ses possibilités d'intervention militaire. Je reviendrai après sur les troupes qu'elle a, etc. Mais aussi d'un point de vue économique, géoéconomique, parce que il y a des placements, des projets gaziers et pétroliers qui sont extrêmement importants pour Total. Vous connaissez peut-être la blague à chaque fois de voir, bon, tu trouves du pétrole, les États-Unis vont intervenir, mais la France, elle est pas, enfin, elle est très forte aussi pour le faire. C'est vraiment aussi l'une des raisons pour lesquelles elle intervient constamment, etc. Et il y a des enjeux très juteux pour Total, en fait, dans cette région. Parce que côté pétrolier, il faut voir, je disais tout à l'heure, il y a 30% des exportations mondiales de pétrole, et donc 2 tiers des exportations qui viennent du Moyen-Orient, qui passent par cette région. Estelle Youssoufa, qui est une des députées d'extrême droite, voilà, qui défend à mort l'opération, etc., elle disait la France a intérêt de défendre sa sécurité économique et énergétique en protégeant Mayotte, en stabilisant Mayotte. Donc il y a une conscience profonde, on va dire, des élites françaises, de la bourgeoisie française, de l'impérialisme français sur ça, sur la stabilité énergétique à un moment où ça vous a peut-être pas échappé que la guerre en Ukraine a des conséquences énergétiques profondes, quoi. Donc il y a ça. Côté gazier, il y a des gisements importants qui ont par exemple expliqué l'intervention de la France au Mozambique, juste à côté, où la France a fait des déplacements massifs de population. Vous avez peut-être entendu parler du projet de pipeline chauffant que veut mettre en place la France dans la région. Ben, c'est ça, en fait, concrètement. La conséquence sur les populations, c'est ça. C'est des déplacements forcés, c'est des interventions militaires. Et Mayotte, en ça, c'est un poste avancé militaire pour participer à la défense des intérêts de Total. En 2021, par exemple, les troupes mozambicaines, elles ont été formées par des militaires à La Réunion et à Mayotte. Pour qu'ils puissent sécuriser les intérêts de Total dans la région du Cabo Delgado, par exemple. Et ça c'est pour vous dire en gros à quel point voilà, la France elle a aucun scrupule, on va dire, à approfondir son intervention militaire locale,
et à former ses troupes sur place, etc. Il y a aussi un parallèle qui peut être fait avec, oui, avec l'utilisation de forces spéciales à Mayotte, parce qu'en fait, la stabilisation de l'immigration, c'est aussi pour dire que potentiellement, il y a un développement de l'islamisme local avec le Mozambique, etc., qu'il faudrait empêcher tout développement de l'islamisme, en gros, à Mayotte. Mais tout ça, ça a avant tout pour objectif de défendre les intérêts sécuritaires. C'est ça concrètement les choses. La France, elle défend les intérêts de Total, c'est tout. Ses intérêts géopolitiques d'un point de vue militaire et d'un point de vue économique. C'est ça les raisons pour lesquelles elle est présente. Et c'est pour ça qu'il y a un auteur qui parle de l'île de Mayotte comme un carrefour des problématiques de la politique africaine de la France et de sa politique ultramarine entendre outre-mer, mais aussi de son expansion politique à échelle internationale, etc. Et c'est pour ça que la présence de la France à Mayotte, c'est extrêmement important. Par exemple, la France avec son intervention à Barkhane. Donc Barkhane, c'était la région du Sahel, enfin, la région trifrontalière au Sahel où la France est intervenue. Elle a envoyé 5000 hommes. C'est la plus grande opération militaire de la France depuis les années 90, Barkhane. C'est extrêmement important. Et ben, pour vous dire, c'est 5000 hommes. À La Réunion, seulement à La Réunion, pour sécuriser cette zone, c'est 1600 hommes qui sont envoyés. C'est les forces armées de la zone océan Indien, de la zone sud-océan Indien. Voilà, pour vous montrer à quel point c'est pas minimal, quoi. On n'est pas en train de parler de 200 militaires qui protègent vite fait un puits de pétrole. On parle d'intervention militaire forte. Et les possessions coloniales, en ce sens-là, elles ont un intérêt central, donc je disais, pour défendre ça. Par exemple, ces mêmes Fazoï, les forces armées de la zone océan Indien, c'est ce qui a été envoyé pendant l'opération au Rwanda. Quand je parlais tout à l'heure du génocide au Rwanda, les troupes françaises qui ont participé, par exemple, au viol de masse, au massacre, etc. Ces mêmes troupes françaises, elles sont en partie postées aujourd'hui à La Réunion, par exemple. Et c'est des troupes qui sont là pour protéger les intérêts géopolitiques français. Donc, c'est pour ça que Stopo, il a un peu pour objectif, voilà, de vous montrer que l'impérialisme français, c'est pas un impérialisme à visage humain, un peu plus sympa, un peu plus truc que l'imaginaire qu'on a. Tout le monde sait que les États-Unis, c'est dégueulasse et c'est ignoble, on va dire. Mais on a tendance un peu à oublier ce que fait notre propre impérialisme, c'est-à-dire l'impérialisme français, qui est une puissance, voilà, qui n'a pas. Quand il y a une intervention militaire française, c'est pas pour défendre les populations locales, c'est pas pour lutter contre le terrorisme, c'est pas ça la discussion. Quand la France elle intervient, c'est pour défendre ses intérêts. Parce que Lénine disait que si on devait définir l'impérialisme d'une manière, aussi brièvement que possible, faudrait dire qu'il est le stade monopoliste du capitalisme. C'est-à-dire le stade où il y a des monopoles qui sont défendus par l'État d'un point de vue militaire, géostratégique, etc., pour tirer le plus de plus-value et d'exploitation possible des territoires colonisés. Il y a ça et il y a le partage du monde, en gros. Vous voyez que si tous les États ont leur monopole qu'ils veulent défendre, ils s'affrontent entre eux, en fait, pour en tirer le plus possible d'intérêt. Et en France, c'est très fort. Parce qu'en fait, en France, il y a des monopoles qui sont extrêmement importants et qui ont des relations de consanguinité avec l'État qui sont extrêmement élevées. Total, par exemple, c'est une entreprise, on le sait, c'est une entreprise privée. Mais Total, c'est une entreprise, je l'ai dit, donc, qui peut demander des interventions militaires à la France, qui peut justifier les interventions militaires de la France. C'est une entreprise qui avant s'appelait ELF, Elf Aquitaine. C'était une entreprise publique française après la guerre qui avait été mise en place et soutenue par De Gaulle et qui faisait des interventions constamment militaires, des déstabilisations de gouvernement, etc., qui était notamment composée des barbouzes dont je parlais tout à l'heure, des mercenaires français. Le PDG de Total, il disait que Elf, c'était un nid de barbouzards, mais Total, c'est pas très éloigné de cette réalité-là, quoi. C'est très proche de ça. Et par exemple, pour vous donner qu'un exemple, Pouyanné, le fameux Pouyanné, il a un conseiller personnel, conseiller Afrique, ça s'appelle, qui ne répond qu'à lui. Si il a des questions sur ce qui se passe en Afrique, sur quel projet il faut mettre en place, etc., vous avez un conseiller qui est potentiellement un ancien fonctionnaire, un haut fonctionnaire, ou un ancien militaire, ou un ancien membre d'une très grande entreprise française, etc., qui a participé potentiellement, ou un diplomate, qui va lui donner des conseils sur comment investir, typiquement au Mozambique. En gros, c'est ça concrètement ce que fait Total. Et donc, il y a un lien direct entre l'État français. Il n'y a pas de séparation privé-public, on va dire, quoi. Ça va être une entreprise privée. Quand Macron dit on ne peut rien demander à Total parce que c'est une entreprise privée, c'est pas nous qui décidons, et c'est complètement faux. Il y a une consanguinité totale, on va dire,
entre Total et l'État français. Mais on parle de Total, on parle de Areva, qui était avant l'entreprise qui soutirait l'uranium, etc. Enfin, on pourrait donner plein d'exemples, etc., etc. Castel, qui fait, bon, c'est pas connu en France, mais c'est une des plus grandes richesses françaises, par exemple. Ils font tous les biens de consommation quotidien en Afrique et à Maurice et à La Réunion aussi, beaucoup, par exemple, etc. Il y a ça, il y a des bases militaires multipliées. Donc, par exemple, Mayotte, il y a la base de Dzaoudzi. Il y a le port des Galets, j'ai dit, à La Réunion, donc des bases militaires multiples. Il y a le contrôle, il y a plein de bases, il y a plein de bases d'observation françaises. En fait, c'est peu connu, mais à côté de Madagascar, vous avez plein d'îles qu'on appelle les Nossi Malagasy, les îles malgaches, qui en fait sont appelées les îles éparses par la France, qui sont pareil, hein, un vol pur et simple en fait par la France de territoire qu'elle a décidé de ne pas décoloniser, qui n'ont pas d'habitants, mais qui permettent de faire de l'observation maritime, de l'observation militaire, de savoir, de même faire des zones d'écoute de toute la région de l'Afrique australe et du sud-est de l'Afrique, enfin, pour vous dire à quel point c'est un niveau, c'est un niveau développé, on va dire, de contrôle. Et pardon, je me perds. Et qui avait en plus été envisagé pour être utilisé pour des tests nucléaires, pour vous dire. Mais voilà, donc la France, par exemple, tous les territoires qu'elle a, à part la Réunion dans cette zone, ils sont tous contestés par un autre État. Mayotte, c'est contesté par les Comores. Les Nossi Malagasy, c'est contesté par Madagascar. Et Tromelin, c'est d'une manière ou d'une autre contesté par Maurice. Mais donc tout ça pour dire quoi? Que c'est une position centrale parce que ça vous aura pas échappé non plus qu'il y a une période qu'on est en train de vivre aussi à l'échelle internationale d'affrontement entre les puissances, particulièrement de la Chine et des États-Unis, dans laquelle la France a essaie de jouer un rôle. Elle essaie de jouer un rôle parce que il y a plusieurs choses. Déjà, la Chine, elle voit aussi les intérêts potentiels qu'elle pourrait avoir à Madagascar, etc. Elle veut créer ces nouvelles routes de la soie, vous avez peut-être entendu parler, ces chemins commerciaux qu'elle veut construire à l'échelle internationale pour se projeter en tant que puissance. Madagascar, ça a une place centrale, par exemple. Elle veut, pour entrer dans le continent africain. Donc la France, d'une certaine manière, elle a pour objectif de se présenter comme une puissance de contention des intérêts de la Chine vis-à-vis des autres puissances occidentales et dire moi je suis capable d'être un peu le chien de garde local, de faire le travail local, on va dire, pour pas que les États-Unis aient à le faire, et de me positionner comme une puissance voilà, qui serait une puissance de l'Indo-Pacifique. C'est un concept inventé récemment par les Américains, ce truc-là de l'Indo-Pacifique. En gros, c'est tout, enfin, c'est deux océans, quoi. C'est deux océans. Les Américains disent c'est des côtes est de l'Afrique aux côtes ouest américaines. Enfin, c'est voilà, c'est la moitié du monde, quoi. Concrètement, c'est la zone d'affrontement avec la Chine, d'affrontement géopolitique avec la Chine. Et la France, elle a quoi? Elle a la Nouvelle-Calédonie, enfin, la Kanaki comme poste central qui est questionné. La Polynésie française, où récemment des indépendantistes ont gagné les élections. Mayotte et la Réunion. Et donc, vous voyez que tout ça, c'est une façon de dire aux autres puissances, moi aussi, j'ai mon mot à dire dans l'affrontement entre les grandes puissances actuellement. Surtout quand ça a été une puissance qui a été beaucoup mise de côté, par exemple par l'alliance AUKUS, les sous-marins, vous avez entendu parler de tout ça, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Et elle a été humiliée récemment, la France, pour ces raisons-là. Et donc elle dit, voilà, moi j'ai des choses à revendre, comme Mayotte, comme la Réunion, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il y a une revue qui s'appelle Le Grand Continent qui disait, malgré son exigence de s'afficher en partenaire stratégique d'une alliance militaire dans l'Indo-Pacifique, afin de contrer la Chine par ses moyens sous-marins, elle n'est pas reconnue, la France, comme riveraine de l'ensemble Indo-Pacifique, dont les contours sont au demeurant encore en voie d'élaboration. C'est donc avec la Réunion et surtout l'aire du canal du Mozambique où se situent Mayotte et les îles éparses soustraites à la souveraineté de Madagascar que la France disposerait de marge pour s'affirmer. Si elle prétend défendre la nature et la biodiversité dans la zone contrôlée, elle entend surtout exploiter un domaine maritime considérable. Voilà. Vous pouvez reprendre aussi, sinon il y a quelqu'un qui le dit de manière beaucoup plus crue et claire, c'est Estelle Youssoufa, donc je disais la députée qui est pro-opération Mambouchou à mort, qui disait Total a mis en pause ses activités au Mozambique, mais en fait a annoncé la reprise et est en train de réamorcer la pompe, si je peux me permettre l'expression. Le sujet est aussi de savoir, de faire savoir à tout l'écosystème pétrole et gaz qui travaille dans la région que nous avons intérêt à ce qu'ils travaillent dans la région, qu'il faut faire un effort particulier pour la sécurité, pour stabiliser cette région. Et nous, notre intérêt à Mayotte, qui est à 500 km du Mozambique, c'est que les efforts de la communauté internationale soient déployés pour stabiliser cette région. Bon, voilà, pas plus clair, c'est pas l'intérêt de population mahoraise, là, cette discussion, c'est clairement les intérêts géostratégiques. Ils le disent, enfin, avant de dire ce genre de choses, tu dis limite que tu es dans une théorie du complot et puis tu te retrouves face à ça, quoi. Enfin, c'est un niveau voilà, de démonstration assez élevé. Voilà, mais
Et je vais bientôt finir, mais là, c'est quelques éléments, mais pour dire que voilà, là, on est très loin des discours philanthropiques de la France, hein, qui essaient d'expliquer que voilà, elle défendrait l'émotion patriotique française des Mahorais, ou comme dirait Mélenchon, les Mahorais qui sont le peuple qui ont le plus voulu être français de l'histoire. Enfin, ça, c'est vraiment c'est le discours de Mélenchon, ça, par exemple, qui était française avant Nice, par exemple, il dit ça. Non, c'est pas Mélenchon qui a dit ça, c'est un conseiller du gouvernement, mais ils en sont capables par rapport à Mayotte, ils ont donné ses positions. Voilà, ils essaient de nous défendre vraiment la division de l'archipel des Comores comme une nécessité pour la France, une obligation, une responsabilité de la France pour un peuple qui a voulu être français. Et elle a toujours été, voilà, Mayotte, ça a toujours été vu comme une clé de voûte à un point où, je parlais tout à l'heure des barbouzes, je parlais de la Ve République. Dans la Ve République, il y a eu des débats profonds sur que faire des colonies. Michel Debré, le fondateur de la Ve République, Premier ministre de Gaulle, enfin, l'auteur de la Constitution de la Ve République, qui 49.3, ça, voilà, pour vous donner une image du bonhomme, lui, il disait il faut surtout pas permettre une décolonisation de Mayotte. Il faut surtout pas permettre une décolonisation de Mayotte parce que si vous décolonisez Mayotte, vous allez les indépendantistes à la Réunion avec le Parti communiste qui parlait d'indépendance, il va prendre le pouvoir et il va mettre en place l'indépendance. Un peu plus compliqué. En Guadeloupe, c'est la même chose. En Martinique, en fait, on va perdre tous nos confettis d'empire. On va être relégué à une puissance de second rang et il faut absolument garder Mayotte comme une île, comme une colonie. Il y avait des débats avec, par exemple, Jacques Faucard, qui était le barbouze par excellence, c'était le conseiller Afrique de Gaulle, le responsable de la cellule africaine de De Gaulle, qui a mis en place tous les services de mercenaires, qui a fait je sais pas combien de coups d'État, etc. Enfin, les pires salopards de la Ve République, on va dire. Lui, il avait un débat avec Debré, il disait non, il faut pas que ça reste une colonie, il faut juste qu'on prenne le pouvoir avec des coups d'État. C'était ça le débat. Soit ça reste une colonie et on garde le pouvoir dessus et on respecte pas le droit international, soit on laisse Mayotte devenir indépendante, mais on fait des coups d'État suffisamment souvent pour pouvoir conserver le contrôle. C'est ça la nature des débats qu'il y a dans l'impérialisme français quand il s'agit de discuter de ses intérêts. Et voilà, la question de ça, de discuter de ça, c'est de comprendre que la nature même de la Ve République, enfin, là on parle d'individus, mais c'est pas des individus lambda dont on est en train de parler, c'est pas un mec qui a pris le pouvoir, etc., qui était un ministre par-ci par-là. On parle des fondateurs même de la Ve République, ils l'ont fondée, ils ont fondé cette Ve République avec pour objectif d'éviter un recul de la France à l'échelle internationale et de défendre les intérêts français dans une période d'incertitude. J'ai dit c'était la plus grande crise de l'histoire coloniale française des années 60, eh ben, ils sont venus y répondre avec une constitution qui avait pour objectif de maintenir la France comme puissance internationale. Et c'est pour ça que quand on discute des critiques vis-à-vis de la Ve République, qu'on parle voilà, de Assemblée unique, etc., tout ce dont on discute dans nos articles sur RP ou de la façon dont on intervient avec le point levé, etc., on parle de ça concrètement. On parle d'une république impérialiste. Et voilà, bon, je passe sur ça, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Mais voilà, bon, on a vu, voilà, je vais finir bientôt, mais Wambouchou, on a rappelé le contexte historique de la spoliation. On a dit donc pourquoi et comment la spoliation, pourquoi et comment Mayotte est devenue une colonie française. Euh, et on va dire que pourquoi l'impérialisme français d'une certaine manière, pour ouvrir un peu le cadre, on va dire, élargir un peu la discussion. La France a la particularité de conserver une place relativement importante à l'échelle internationale. Bon, c'est devenu la 7e puissance mondiale récemment. Un recul, je sais pas, quand vous étiez peut-être au collège, c'était 4e puissance mondiale. Mais maintenant, c'est la 7e. Cette place, elle n'est pas liée à une productivité du travail qui serait impressionnante. Elle n'est pas liée à une balance commerciale qui est particulièrement excédentaire. Enfin, au contraire, elle n'est pas liée à une puissance militaire de premier rang qui pourrait permettre de concurrencer les États-Unis. Enfin, c'est pas ça qui fait de la France une puissance coloniale centrale. En fait, Jacques Chirac disait sans la France, sans l'Afrique, la France ne serait rien d'un point de vue international. Bon, il faut apprendre de ses ennemis aussi, et je pense que pour le coup, il dit très clairement ce que pensent les élites françaises aussi, et la bourgeoisie française. C'est-à-dire que la France, elle a un caractère, enfin, c'est un État qui a un caractère très rentier. J'ai dit les groupes économiques qui aujourd'hui composent la plus grande bourgeoisie française, des groupes comme, je sais pas moi, Bernard Arnault, les Bouygues, Orange, etc., Castel, etc. Tous ces groupes-là, c'est des groupes qui vivent de la rente coloniale, qui vivent de ce qui leur reste du néocolonialisme, on va dire. Et ça justifie
pourquoi la France aujourd'hui, ça reste dans les anciennes colonies françaises et de manière générale dans le continent, la quatrième exportatrice dans le continent actuellement. C'est la quatrième puissance exportatrice dans tout le continent. On ne parle pas que des anciennes colonies françaises, dans tout le continent. Euh, c'est aussi un accès privilégié à des ressources centrales, l'uranium, le pétrole, le gaz, les propriétés et les infrastructures, les ports de Bolloré, donc il est en train de revendre, mais pendant très longtemps il avait des ports, les chaînes de télévision qu'a Bolloré, etc. Orange, les télécoms et tout ça. Donc tout ça, c'est ce qui explique en grande partie pourquoi la France, elle reste une puissance, on va dire, même si de plus en plus de second rang, qui garde, on va dire, un point de vue relativement assez important d'un point de vue international. On va dire que c'est un nain, mais il reste assez présent dans la discussion, quoi. Et ça, ça explique pourquoi la société française, elle donne une place aussi prépondérante à la question militaire. Pourquoi, par exemple, le 14 juillet, c'est le 14 juillet avec des défilés militaires, etc. Ça vient de ça. Ça vient d'une forme d'encensement constant de la question militaire en France, de la place profonde qu'a l'armée, qui est très discrète, mais dans le régime. Par exemple, dans le Conseil de défense, qui est l'endroit, on va dire, où Macron décide actuellement de tout, beaucoup plus que dans le Conseil des ministres. Il y en a un toutes les semaines, je crois, de ces conseils de défense. Il y en avait 3 par an à l'époque de Chirac, pour vous donner le décalage. Dans ce Conseil de défense, il y a le chef d'état-major de l'armée française le chef d'état-major présidentiel qui est, on va dire, le troisième homme de l'État français, quoi. Qui est après le président, on va dire un peu, d'une certaine manière, le Premier ministre, et après, il y a le chef d'état-major présidentiel. Ça, c'est pour vous dire concrètement pourquoi la France, donc le poids de l'armée en France. Et après, il y a un ensemble de mécanismes que garde la France pour garder sa place en Afrique. Le franc CFA. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, il y a, je crois, 14 pays dont la monnaie est éditée, dont les Comores, dont la monnaie est éditée par la France, quand même. Enfin, normalement, quand on fait du droit, on voit que ce qui fait un État, c'est que c'est lui qui bat sa monnaie. Bon, il ne bat pas du tout sa monnaie. Il y a 14 pays africains, là, dont la monnaie, elle est battue par la France, et qui ont une obligation d'avoir des fonds dans une banque centrale qui est à la fois la banque centrale de la CEDEAO et la banque centrale française, le Trésor français. Enfin, pour vous montrer en fait le niveau de spoliation qui existe. Et des rapports particuliers, je l'ai dit, donc de quasi voilà, consanguinité entre guillemets avec les élites bourgeoises locales, etc. etc. Et ça, c'est très important parce que la France, elle est un peu en recul actuellement. Elle a connu des revers très forts. J'ai dit tout à l'heure par rapport à AUKUS, par rapport à l'Indo-Pacifique, etc., qu'elle est un peu traitée comme une puissance de seconde zone, un peu, enfin, pas marginalisée, mais en tout cas mise un peu au pas par les États-Unis dans l'Indo-Pacifique, etc. Mais il y a d'autres exemples. Le Mali, par exemple. On en a peu parlé en réalité en France, mais le départ catastrophé des forces françaises du Mali, ça ressemble beaucoup au départ des États-Unis en Afghanistan, avec la différence que les États-Unis en Afghanistan, c'était une défaite tactique. C'était les États-Unis, leur objectif, c'était de se tourner vers la Chine. Là, c'est une défaite sur le point névralgique. J'ai dit, la France, c'est, même pour Chirac, ce qui permettait de garder la position française à l'échelle internationale. Le recul au Mali, c'est le point névralgique de la position française à l'échelle internationale. Et ça, c'est pour montrer le niveau de crise qui est en train de vivre. Je ne rentre pas dans le détail, etc., mais le niveau de crise qui est en train de vivre l'État français. Vous avez peut-être beaucoup entendu parler de la Russe-Afrique, la Chine-Afrique. Vous pourrez parler aussi de l'Allemagne qui vient concurrencer la France, etc. Mais en tout cas, la France, elle cherche absolument à prépositionner des troupes militaires et des entreprises dans son territoire traditionnel de domination pour éviter que d'autres puissances puissent se positionner, comme la Turquie, la Chine, la Russie, l'Allemagne, y compris d'une certaine manière l'Italie, l'Espagne, etc. Parce que c'est son précaré et parce que ce précaré, il est en croissance folle, quoi. Il y a, je crois, sur le marché du continent africain, il a quadruplé de volume ces 20 dernières années. La France, elle a doublé ses exportations en Afrique. Mais dans l'absolu, on pourrait se dire c'est une avancée. Mais d'un point de vue relatif, ça veut dire que si elle a que doublé le volume ses exportations avec le marché à quadruplé, il y a des gens qui sont venus se positionner là où elle se positionnait traditionnellement. Dans un continent où la croissance démographique
Elle est massive. Je crois que c'est au Nigeria qui a 20% de la population qui a 5 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, pour donner qu'un exemple, et une croissance économique de 8%, 5 à 8% dans tout le continent. Pour vous dire qu'en gros, que tout le monde a envie, enfin, c'est pas devenu, on va dire, le centre d'investissement international encore aujourd'hui, etc. Mais en tout cas, tout le monde se prépare à se positionner sur l'Afrique et la France, elle cherche à se défendre ses intérêts quand tout le monde est en train de s'y intéresser. Et Wambushu, il faut le comprendre dans ce contexte-là. Il faut le comprendre comme une volonté de la part de l'État français et de la bourgeoisie française de défendre au maximum ses intérêts. Et ça implique donc une plus forte agressivité, une plus forte violence dans sa façon d'intervenir. Et parce qu'il y a une crise structurelle de l'État, de l'impérialisme français, qui a du mal à maintenir une position, parce que si on explique que la France, sa principale position, sa place à l'échelle internationale, ça s'explique par sa domination, en partie par la domination de l'Afrique, et que ça veut dire quoi? Ça veut dire des interventions militaires tous les ans. Ça veut dire, je crois que c'est Claude Sarfati, un auteur, qui disait qu'il y a eu 115 interventions militaires depuis 1991 de la France. 115 interventions militaires de la France. Euh, c'est énorme, quoi. Bon, je ne vais pas faire le calcul, mais vous le verrez. Euh, donc voilà, je l'ai dit, donc la Ve République, elle est venue pour résoudre ça. Elle a toujours eu pour objectif de résoudre ce problème. C'est un problème structurel pour l'impérialisme français, qui ne peut pas tenir à terme cette position de se garder comme une puissance militaire coloniale, et donc qui doit parfois devenir plus farouche, plus violent pour défendre ses intérêts. Et la Ve République, elle est née je l'ai dit, dans un contexte de déstabilisation, et elle a pour objectif, voilà, un peu, on pourrait comparer un peu, enfin, on pourrait faire une métaphore un peu de l'ours blessé, quoi, de l'ours blessé qui en devient d'autant plus agressif face à une situation complexe, difficile, etc., qui devient beaucoup plus agressif. L'impérialisme, il tombe pas tout seul. C'est pas, on va pas dire l'impérialisme c'est fini. Il y a par exemple Saïd Bouahama, par exemple, dans une vidéo récemment, et peut-être que certains connaissent ici, il disait la France, elle part. Et c'est fini en Afrique. La France, elle perd le pouvoir partout. Tous les gouvernements pro-français, ils sont en train de partir un par un. L'impérialisme, il ne meurt pas tout seul. Il ne meurt pas tout seul et il ne meurt pas seulement avec des luttes partielles, avec des alliances avec la Russie ou autres. On en discutera ensuite dans le débat. Il faut aller plus loin. Et l'impérialisme français, donc, il a une conscience de ces enjeux. Et c'est ce qui explique, par exemple, l'opération Wambushu. C'est ce qui explique la loi de programmation militaire, les 400 milliards que la France veut investir dans l'armée, par exemple, d'ici à 2050, je crois. Voilà. Parce qu'il y a une chose qui ne change pas dans l'État français. Vous pourrez avoir autant d'alternance que vous voulez de gouvernement, de gauche à droite. Il y a une chose qui ne change pas, c'est la politique extérieure de la France. Pour deux raisons. Parce que les militaires dont je parlais tout à l'heure, les chefs d'état-major, etc., c'est les mêmes. Ils ne changent pas. Hollande avait le même chef d'état-major pour intervenir en Syrie que Sarkozy avait pour intervenir en Libye, par exemple. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes chefs d'état-major. Et parce qu'il y a une unité de la classe bourgeoise française sur ses intérêts internationaux. Il y a une unité d'intérêt. On dit souvent qu'aux États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate, ils ont une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est contre la Chine. On pourrait dire qu'en France, toute la classe politique elle est d'accord sur un truc, c'est la défense des intérêts français. Toutes, sans exception. Euh, et, euh, et parce qu'elle est consciente quand Mélenchon explique dans ses discours la France est partout, en Guyane, à Mayotte, etc., etc., c'est ça en fait. C'est la défense des intérêts français face à un potentiel recul. Quand Mélenchon explique que Mayotte reste une île française qui a voulu être française, c'est ce discours-là. C'est cette démonstration-là. Et voilà. Et je pense que, en d'autres termes, voilà, Wambushu, c'est la synthèse de deux grands problèmes pour la bourgeoisie française, sa perte de place à l'échelle internationale et son besoin de renforcer le régime pour y remédier. Je disais, il y avait 3 conseils d'État, conseils de défense par an sous Chirac. Il y en a un par semaine actuellement. Il y a un renforcement, une concentration du pouvoir en France qui n'est pas que liée à la réforme des retraites, mais qui est aussi liée à une nécessité de renforcer le régime pour éviter sa déstabilisation devant son recul international. Et ça, il faut le prendre avec sérieux parce que quand je disais qu'il n'y a pas d'alternance de gauche, droite, etc., il y a aussi un point à prendre en compte, c'est que, par exemple, Marx, il décrivait le bonapartisme, on utilise souvent ce terme, vous avez peut-être entendu parler avec les camarades, etc., pour les camarades qui ne connaissent pas encore suffisamment et tout ça, et il parlait en fait de la concentration de l'ensemble de la bourgeoisie sur
une question en particulier, sur un intérêt en particulier. Dans le cas du bonapartisme en France, Macron, c'est vraiment l'incarnation de ça. C'est l'incarnation de, à la fois le besoin de rendre la France plus compétitive pour faire face à son recul à l'échelle internationale, etc. Le fait d'en finir avec les retraites, le fait d'en finir avec l'ensemble des conquêtes historiques du mouvement ouvrier en France, mais aussi d'être beaucoup plus agressif et de défendre ses intérêts à l'échelle internationale pour ne pas perdre sa place en tant que puissance internationale, parce qu'ils sont conscients de ce recul. Et, euh, et on va dire que le modèle qui essayait de rallier son statut militaire à sa position économique, il devient tellement intenable que voilà, qu'il y a les plans dont j'ai parlé un peu. Pour vous montrer à un point, à quel point l'armée française est consciente du lien qu'il y a entre la question internationale et la question nationale. Parce que souvent, à gauche, le grand problème, c'est qu'il y a une séparation totale entre ce que je disais, donc, par exemple, par rapport à Mélenchon, la séparation entre la question nationale et la question internationale. Pour montrer à quel point eux, ils sont pas du tout en train de séparer les choses, les militaires. Il y a une phrase de Michel Goya, donc qui est un militaire avec d'anciennes grandes responsabilités, qui maintenant est prof à Sciences Po, etc., dans un colloque en 2020, un colloque militaire pour discuter. Et il explique que le colonel Goya développe une approche sociologique particulière, constatant que l'ère de grandeur de la France est révolue. Donc on pourrait se dire peut-être à cause de la Chine, à cause de la Russie ou quoi. Non. En raison de nos crises sociales intérieures. En raison de nos crises sociales intérieures, nous avons une partie de la population française dont les couches aisées, dans les couches aisées, pardon, dont le modèle politique, économique et social est élaboré dans les zones de référence qui sont Londres, New York et la Silicon Valley, etc. En gros, une partie de la bourgeoisie qui n'est pas trop préoccupée par ses positions militaires parce qu'elle est trop occupée à vouloir être start-up, etc., etc. Mais en bas de l'échelle sociale, il y a une autre partie de la population dont la référence, c'est la Mecque. Ancien chef d'état-major de français, hein, pour vous dire. Nous avons encore dans d'autres couches de la population une fascination croissante pour Moscou. Où est l'intérêt national? Les temps que nous traversons devraient nous rappeler, hélas, les années 30. En 1936 particulièrement, la France a joué son sort. En 1938, le dernier coup de semonce ne la réveille pas. En 1936, à quoi il fait référence? Il fait référence aux grèves massives qui ont traversé le pays entre 36 enfin, 34 et 39, et particulièrement les grèves générales de 36. Donc pour vous montrer à quel point il y a une conscience en face de nous du lien qu'il y a entre la question internationale et la question nationale, qu'il n'y a aucune séparation de leur côté, et qu'il y a même il y a une conscience de la déstabilisation que représente la lutte des classes pour l'impérialisme. On parlait de la déstabilisation de l'impérialisme à l'échelle internationale, mais l'impérialisme aussi, il est déstabilisé par la profondeur des mouvements sociaux. J'ai lu un document récemment qui parle un peu des différentes confettis d'empire, comme ils appellent ça, les colonies actuelles, etc. Et ils disent La Réunion, c'est l'île la plus française, entre guillemets, parce que c'est celle qui a un mode de vie un peu plus élevé que les autres colonies, etc. Par contre, il y a un danger dans la déstabilisation de notre position, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en 2018. Si ça vous dit quelque chose, les images des Gilets jaunes en 2018 à La Réunion, c'était chaud. Nous, voilà, ce qu'on veut construire avec le point levé, c'est une jeunesse qui veut en finir avec le capital. Mais pour en finir avec le capital, il faut en finir avec l'impérialisme. Il n'y a pas de séparation. On ne lutte pas en France contre l'exploitation et on s'en fout quand notre impérialisme il bombarde au Mali. Parce que les bombardements au Mali, en fait, c'est une forme de projection de la puissance française qui s'appuie sur notre exploitation aussi. Voilà. Se réconcilier, nous on pense qu'il faut se réconcilier avec une tradition qui a existé longtemps dans la jeunesse et dans le mouvement ouvrier en France. Par exemple, dans la jeunesse de 68, qui s'opposait à l'intervention américaine au Vietnam et ou qui défendait l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire une jeunesse qui était profondément anti-impérialiste, qui avait rompu avec la tradition du stalinisme, qui était celle de voir en gros socialisme dans un seul pays, on fait seulement en fonction de nos intérêts, nos positions politiques, etc. Non, nous on pense qu'il faut il faut rompre avec l'illusion d'un militarisme pacifique, démocratique, qu'il faudrait protéger la France, etc., etc., parce que ou qui viendrait protéger les peuples des terroristes, etc. Et on pense que pour mettre un frein à Darmanin, pour mettre un frein au gouvernement français, qui s'est exprimé par exemple pendant plusieurs semaines avec une petite mobilisation
même si partielle, mais importante quand même, d'organisations, d'associations comoriennes, d'organisations, à laquelle on a aussi organisations auxquelles on a aussi participé avec Révolution Permanente et cetera. La mise en place d'une tribune, des rassemblements en France et tout ça pour dénoncer cette opération, la mobilisation d'avocats, du SAF et cetera, qui étaient sur Mayotte directement et qui ont essayé de bloquer en partie l'opération d'un point de vue juridique. Toutes ces choses-là, on va dire, c'était très bien. C'est ce qui a mis un peu les pieds dans le tapis, pour Darmanin, mais c'est insuffisant si on veut réussir à construire un véritable front large de lutte contre l'impérialisme et qui permette de donner une défaite concrète à l'impérialisme. Et cette opération à Bouchou, elle n'est pas terminée, au même titre que l'agressivité de la France ne s'arrêtera pas, et que la seule raison et la seule façon dont on peut trouver une solution à cet impérialisme, c'est une réponse claire de la construction d'un mouvement anti-impérialiste en France. Voilà, je m'arrête.